c'est, vous savez, lorsqu'il y a une déclaration, je crois, d'un groupe de chercheurs israéliens, et je crois une déclaration tout à fait officielle d'ailleurs d'un officiel du gouvernement israélien, disant qu'il travaillait sur le coronavirus et qu'il travaillait à un vaccin, etc. Et cela, évidemment, les antisémites, les complotistes s'en sont servis pour dire, ah ben regardez, ils avaient prévu le coup, ils travaillent déjà à un vaccin, et donc le mobile, c'est de pouvoir nous vendre ensuite le vaccin. Or, ce qu'on oublie, c'est que, et en fait, il y a plus d'une dizaine d'équipes de scientifiques dans le monde qui travaillaient sur le coronavirus, pas seulement en Israël, loin de là, et qui travaillent évidemment sur un vaccin. Bonjour Eva. Bonjour Olivier Granilic, bonjour Cathy Choukroun, ravie de vous retrouver pour ce Paris-Jérusalem quotidien. Merci donc à vous, au studio Kalita à Jérusalem. Est-ce que Rudi Reichstadt, directeur de l'Observatoire du conspirationnisme, est aussi en ligne avec nous? Mais oui, je suis là, bonjour. Bonjour Rudi Reichstadt. Bonjour Rudi. Alors, première question, il y a un Français sur 4 qui imagine que le coronavirus a été créé en laboratoire. Pourquoi les épidémies sont-elles un terreau favorable pour le complotisme ? Les épidémies ont toujours d'abord été un terreau favorable pour le complotisme, et ça remonte, on peut remonter au Moyen-Âge, à la peste noire, avec les accusations contre les lépreux, contre les juifs, d'empoisonner les puits, etc. Au XIXe siècle avec le choléra, plus proche de nous, le sida, le Zika, la grippe H1N1. À chaque fois qu'on a un épisode épidémie, pandémique, on a des théories du complot. Pourquoi ? Parce que ça renvoie à la question de la santé, c'est-à-dire de notre corps, celui de nos enfants, de nos proches, et donc à la question de la vie et de la mort. Donc il est évident que tout le monde se sent concerné, plus que sur d'autres sujets. Donc ça c'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, ou en tout cas ce qui est nouveau, c'est la manière dont ces contenus-là, ces fausses informations à caractère complotif circulent massivement dans l'espace public. Et ça, je crois que c'est directement lié à deux choses. D'abord, l'écosystème technique, médiatique dans lequel on est, c'est-à-dire le fait qu'on soit tous branchés en permanence sur les réseaux sociaux qui sont directement dans nos poches, en fait, dans nos smartphones, qui nous exposent plus qu'avant à tous ces contenus-là. La deuxième chose, je crois, il ne faut pas le négliger, c'est que cette situation, c'est aussi le résultat d'années et d'années de travail, de SAP, de travail métapolitique, idéologique, d'une mouvance qui est très structurée sur Internet, qui existe en France, mais pas seulement, et qui joue sur le complotisme et qui se sert du complotisme pour avancer dans son agenda politique. Et je pense, si vous voulez, très directement à la partie la plus dynamique de cette mouvance complotiste, qui est en France représentée par des gens comme Soral, Dieudonné et d'autres. Voilà. Alors justement, on a vu fleurir sur la toile le désir de trouver un coupable. Et donc évidemment, les Juifs sont toujours mis, on va dire, en avant. Et ça renvoie un peu au fantasme d'une communauté organisée tirant les ficelles dans les coulisses du pouvoir et donc ayant une influence sur cette épidémie, pourquoi pas l'avoir même déclenchée. Est-ce que vous listez des publications dans ce genre, dans ce style ? Oui, et c'est arrivé même relativement tôt, c'est-à-dire que dès le mois dès la fin du mois de janvier, en fait, quand les choses ont commencé, les théories du complot ont commencé. On peut le dater du 20 janvier, d'ailleurs, c'est le moment où les autorités chinoises disent que le virus, en fait, peut se transmettre d'être humain entre être humain. Et là, on voit être incriminés des gens comme Bill Gates, puis assez rapidement, dans les jours qui suivent, pour des raisons totalement dingues, Georges Soros. Et après Georges Soros, on nous explique que Agnès Buzyn est aussi dans la combine, qu'elle est impliquée dans tout cela via son mari qui dirigeait l'INSERM, qui a fait partie de la délégation française qui a inauguré un laboratoire à Wuhan. Et donc cette coïncidence et qui est juif, bien sûr, en Chine et l'existence d'un laboratoire de haute sécurité biologique, tout ça est vrai, a servi d'argument au développement, à l'articulation d'un discours, d'un argumentaire de type assez classiquement antisémite. Ça c'est très clair. Je veux dire, quand on suit les commentaires, c'est assez évident. Et alors, il faut quand même rappeler à vos auditeurs, parce que c'est une chose qui n'a pas été suffisamment
suffisamment, je crois, dite, ou qui n'est pas suffisamment su, et qui annihile complètement toutes les théories du complot autour de ce virus. C'est que on sait avec un très haut niveau de certitude que ce virus n'a pas été produit en laboratoire. Pourquoi le sait-on ? On le sait parce que son génome a été séquencé au mois de janvier, par plusieurs laboratoires d'ailleurs dans le monde de scientifiques, et notamment par l'Institut Pasteur en France. Et le génome de ce virus, de ce nouveau coronavirus, ne présente pas de traces de manipulation génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces de manipulation humaine. Or, on le verrait sur le génome si c'était le cas. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est vraiment le produit d'une évolution naturelle et que le débat scientifique il porte sur la question de l'hôte intermédiaire qui a transmis le virus à l'homme. Voilà. Donc ça, il faut absolument le dire parce que évidemment. C'est très important. C'est très important parce qu'il y a des tas de fake news qui paraissent sur ce thème. Et donc vraiment, merci de faire la précision. Alors Rudy, est-ce que je voudrais poser une question un peu plus générale. On a parlé des propos antisémites qui fleurissent sur ce virus et concernant des complots de la part des Juifs sur ce virus. Est-ce que d'une manière plus générale, le fait qu'Israël soit aujourd'hui, comme on l'a vu, un endroit le plus sûr au monde concernant le coronavirus, est-ce que cela aussi alimente les propos de complot ? Alors moi, ce que j'ai entendu au sujet d'Israël, parce qu'il y a quand même des cas en Israël. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ce que j'ai entendu, c'est, vous savez, lorsqu'il y a une déclaration, je crois, d'un groupe de chercheurs israéliens, et je crois une déclaration tout à fait officielle d'ailleurs d'un officiel du gouvernement israélien, disant qu'il travaillait sur le coronavirus et qu'il travaillait à un vaccin, etc. Et cela, évidemment, les antisémites, les complotistes en sont servis pour dire, regardez, ils avaient prévu le coup, ils travaillent déjà à un vaccin, et donc le mobile, c'est de pouvoir nous vendre ensuite le vaccin. Or, ce qu'on oublie, c'est que, et en fait, il y a plus d'une dizaine d'équipes de scientifiques dans le monde qui travaillaient sur le coronavirus, pas seulement en Israël, loin de là, et qui travaillent évidemment sur un vaccin. Donc on ne sait pas, d'ailleurs il y a toute une compétition là, au niveau international pour savoir quel est le labo qui finira par trouver un vaccin efficace. Le plus rapidement possible. Mais donc cette affaire-là a braqué les projecteurs effectivement sur Israël et a évidemment enclenché la machine à fantasmes. Rudi Reichstadt, il y a beaucoup de ces discours complotistes qui sont relayés sur des pages qui se présentent comme des pages de soutien au professeur Raoult, défenseur de la chloroquine. Lui, bien sûr, n'en est pas responsable, mais qu'est-ce qui explique le fait que ces discours puissent prospérer sur ce type de pages sur les réseaux sociaux ? Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le professeur Raoult, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question. On peut considérer que ses prises de position sur la vaccination qui sont ambiguës, sur le climat sont contestables, etc. Mais à la rigueur, laissons ça de côté. Certains disent mais c'est parce qu'il est marseillais et donc il est provincial, donc les gens s'identifient davantage à lui, dans une sorte de clivage, vous savez, Paris, province, donc il serait du côté du peuple, etc. Et puis c'est son look aussi qui est assez extravagant. Moi, je ne crois pas que ce soit ça qui joue principalement. Voilà. Moi, je crois que ce qui joue principalement, c'est la force de sa proposition. Il arrive à un moment dans le débat public en disant « j'ai peut-être une solution qui marche » et qui est la solution miracle. À un moment où tout le monde a très peur, et c'est normal, et où on est dans une situation de très très forte incertitude. On ne sait pas du tout où on sera dans 3 semaines, dans 2 mois. Donc je pense que juste cette proposition-là, la force de cette proposition-là suffit à construire son aura, quoi, tout simplement. Et ensuite, c'est vrai que cet homme se double d'une sorte de double médiatique qui a d'une certaine manière été un peu pris en otage par notamment l'extrême droite, il faut le dire, et qui essaie de nous raconter une histoire en fait. Une histoire dans laquelle le professeur Raoult serait une sorte de lanceur d'alerte isolé, tout seul, contre les pouvoirs, une sorte d'homme providentiel aussi. C'est un thème très présent dans cet imaginaire-là, et qu'il aurait raison contre tout le monde, et notamment contre les élites, contre les puissants, qui voudraient le faire taire. Pourquoi ? Parce qu'eux ne s'inquiéteraient pas de la santé des Français, ils s'inquiéteraient des profits de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Ça, c'est la dramaturgie qu'on essaie de construire autour de cette histoire, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que cela. Aujourd'hui, des médecins dans les hôpitaux français peuvent prescrire de la chloroquine. Ce n'est pas interdit, contrairement à ce qu'on a pu lire. On attend d'en savoir plus sur l'efficacité de ce traitement.
qui peut avoir des effets secondaires dommageables, donc c'est normal qu'on prenne un peu de temps. Je comprends aussi que des gens veuillent le traitement malgré tout, parce qu'il y a une situation d'urgence très, 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 très forte. Moi, à titre personnel, j'espère qu'il a raison, vous voyez, j'espère que son traitement marchera, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Ce qui est sûr, que cette dramaturgie qu'on essaie d'installer, notamment que l'extrême droite essaie d'installer, entre d'un côté un gouvernement d'assassins, et je dis ce mot volontairement parce que c'est le mot qui est utilisé. Il est utilisé par exemple dans un édito de Michel Onfray qui désigne le gouvernement actuel comme un gouvernement d'assassins. D'accord ? Donc un gouvernement d'assassins d'un côté qui voudrait tuer les Français littéralement, et de l'autre des gens qui voudraient simplement nous guérir. Voilà, je dis juste que cette dramaturgie-là, elle est fausse. Est-ce que Rudy, il y a des mesures qui sont prises par les pouvoirs publics concernant justement ces propos qui sont tenus sur Internet ? Écoutez, il y a au niveau national, il y a les points presse réguliers qui essaient d'être le plus transparent possible, d'être le plus pédagogique possible. Il y a cet effort-là qui est fait. Au-delà, pas vraiment. Au-delà, ce sont les essentiellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure juridique contre ces personnes ? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Peut-être, y en a-t-il, mais je suis incompétent pour vous répondre. D'accord. Pour le coup là-dessus. Je sais que par ailleurs, au niveau européen, vous savez que le service diplomatique de l'Union européenne dispose d'un programme qui s'appelle EU versus Disinfo. Ça n'existe qu'en anglais, malheureusement, et pas en français, mais qui fait une veille permanente, quotidienne, sur tous les contenus de désinformation qui circulent en Europe, et notamment de la désinformation russe, et des médias russes, en tout cas des médias pro-Kremlin. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que ce sujet, le coronavirus, l'épidémie, est instrumentalisé politiquement. Pourquoi ? Eh bien, pour créer de la discorde, de la division dans les démocraties libérales, et pour semer du doute et rajouter du doute à une situation d'incertitude qui est déjà très grande. Et donc ça provoque et ça conduit naturellement à des situations d'hystérie parfois sur les réseaux sociaux, avec ce que j'ai pu décrire tout à l'heure il y a quelques instants. Voilà. Très bien. Rudi Reichstadt. Comment le complotiste, c'est toujours l'autre, mais soi-même, lorsqu'on est confronté à certaines informations, notamment en ce moment par rapport au coronavirus, où il y a beaucoup d'incertitudes et où il y a beaucoup d'informations qui circulent, comment savoir ce qui est complotiste de ce qui ne l'est pas ? Écoutez, d'abord, c'est un discours qui est structuré de manière assez stable. On sait quels sont les arguments qui reviennent toujours, enfin en tout cas les types d'arguments et la rhétorique qui est toujours présente dans un discours complotiste. À qui tout cela profite-t-il ? Le renversement de la charge de la preuve, le mépris des faits les plus établis. Voilà, je crois que la meilleure manière de ne pas tomber là-dedans, c'est de s'informer à des sources les plus fiables possibles, évidemment. C'est de faire preuve d'humilité aussi face à tout cela. Parfois, on ne sait pas tout immédiatement. Et surtout, de rester disponible aux arguments contraires. Voilà, de rester disponible à un changement d'avis. Voilà, on peut changer d'avis, on a le droit de changer d'avis. Il ne faut pas rester figé dans ses certitudes. Je comprends que ça puisse rassurer, les certitudes, qu'on puisse s'y raccrocher. Mais voilà, rester disponible à l'altérité et à ce qui peut troubler et ce qui vient déranger notre manière initiale de voir les choses. Voilà, je crois que c'est ça le plus important, c'est ça vraiment l'esprit critique. Pouvoir peser le pour et le contre en permanence, c'est très inconfortable, ça suppose un effort intellectuel, donc ça c'est évidemment c'est tout à fait contraire à notre pente naturelle qui serait plutôt à la paresse intellectuelle, mais je crois que c'est indispensable et surtout dans des conditions dans celles qu'on traverse actuellement. Alors Rudi Reichstadt, vous avez créé ce site Conspiracy Watch depuis 2017. Votre but, c'est d'informer sur le phénomène conspirationniste et sur le négationnisme aussi et leurs manifestations actuelles. J'imagine qu'on peut monter sur la page et j'encourage tout le monde à monter sur votre site qui est extrêmement bien fait et qui est toujours actualisé. Merci beaucoup Rudi Reichstadt. Merci beaucoup. Petite rectification, c'est un site qui existe depuis 2007 en fait. Depuis 13 pardon, ans, autant pour moi. Voilà. Mais vos auditeurs pourront y trouver une carte mise à jour, une Google Maps de tous les endroits dans le monde où il y a des théories du complot, des commentaires complotistes, etc. C'est un travail de longue haleine que nous avons entrepris et c'est particulièrement intéressant comme outil. Voilà. Merci beaucoup. Merci Eva. Merci à vous.
Merci Rudy, merci Olivier, merci Cathy. À bientôt Eva Soto. À demain. À demain. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Kalita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studiokalita.com.